Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez vertigineux. L'argument du physicien Yves Dupont qui tisse un lien, vous allez voir, assez fascinant entre le monde complètement fou de la physique quantique et la question d'un esprit créateur derrière tout ça. Alors voilà comment on va procéder. On va suivre un parcours en 5 temps pour vraiment déballer cette idée, étape par étape. C'est parti. Première étape donc, le casse-tête quantique. Pour bien commencer, il faut absolument saisir pourquoi la physique quantique a cette réputation d'être si bizarre, si déroutante. Ce n'est pas juste une théorie compliquée, c'est une énigme qui vient carrément secouer nos idées les plus fondamentales sur ce qu'est la réalité. Et ce n'est pas moi qui le dis, le grand physicien Richard Feynman lui-même a dit que si quelqu'un prétend avoir compris la mécanique quantique, c'est un imposteur. Ça vous donne une idée. Les bases de cette théorie sont tellement à l'opposé de notre intuition qu'elle est presque impossible à décrire avec nos mots du quotidien. Deuxième étape, la partition cachée. Maintenant qu'on a posé le décor du mystère, on va s'intéresser à l'indice principal de cette affaire, la découverte que la nature même de la réalité, sa nature profonde, n'est pas du tout ce qu'on imagine. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Ce que la physique quantique nous révèle, c'est que les particules, comme les atomes par exemple, ne sont pas de petites billes solides, de petits grains de matière. Non, c'est quelque chose de bien plus abstrait. En fait, à sa base, l'univers serait constitué de ce qu'on appelle des potentiels mathématiques. Il faut imaginer ça comme des ondes de probabilité, des entités purement abstraites qui, en elles-mêmes, n'ont pas de réalité physique tangible. Le monde qu'on voit, qu'on touche, ne serait que le résultat de ces potentiels. Pour que ce soit plus clair, Yves Dupont utilise une analogie que je trouve géniale, celle de la partition musicale. Le monde quantique, c'est la partition, pure information, un potentiel. Mais cette partition, elle ne devient de la vraie musique, un son qu'on peut entendre, que lorsqu'un orchestre la joue. C'est ça, le passage du potentiel à l'actuel. Et forcément, cette analogie nous amène à une question assez profonde. Si notre réalité est une partition qui est en train d'être jouée, alors, qui a écrit la musique ? Qui est le compositeur ? Et là, on sent bien qu'on glisse de la physique pure à la métaphysique. Troisième point, est-ce la fin du matérialisme ? On va voir maintenant comment cette vision quantique ne fait pas que chambouler la physique. Elle vient poser un énorme défi à une vision du monde qui domine la pensée depuis des siècles. D'un côté, on a la vision matérialiste classique. La matière est la base de tout, l'esprit n'en est qu'un produit. De l'autre, la vision quantique que propose Dupont, c'est l'inverse. Le fondement de tout est abstrait, mathématique, presque comme une pensée. Et la matière, elle, en serait le produit. Et c'est là le point crucial pour Dupont. Il dit en gros, comment est-ce qu'on peut défendre un matérialisme pur et dur si les briques élémentaires de la matière sont elles-mêmes non matérielles ? Pour lui, c'est une contradiction totale. Le matérialisme s'écroule sur ses propres bases. On en arrive à notre quatrième étape, le donneur d'informations. Bon, si la réalité n'est pas matérielle à la base, comment est-ce que le potentiel abstrait devient notre monde, là, concret ? C'est le cœur de l'argument de Dupont, sa proposition pour résoudre cette énigme. Ce passage, cette sorte de transformation magique d'une onde de possibilités en un unique résultat bien réel, ça porte un nom en physique, l'actualisation. Mais pour qu'un potentiel s'actualise, il faut un déclencheur. Il faut que quelque chose force un choix parmi toutes les options possibles. Et la thèse de Dupont, c'est que ce déclencheur, c'est un transfert d'information. Une information qui viendrait d'une source non physique extérieure au système. Un peu comme le musicien qui doit lire la partition, l'information, pour la transformer en musique. Sans cette information, la partition reste silencieuse. Et c'est là qu'il fait un lien assez audacieux. Il cite la Genèse. Dieu dit. La parole, le verbe. Au fond, qu'est-ce que c'est sinon de l'information ? Il voit dans ce récit ancien une intuition de ce principe de création par transfert d'information. Et nous voilà à la dernière étape, la rencontre entre science et foi. Après tout ce chemin, qu'est-ce que ça change ? Comment cette perspective redessine les relations, souvent tendues, entre le monde de la science et celui de la spiritualité ? Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une preuve formelle de quoi que ce soit, c'est plutôt une idée. L'idée que la science moderne, loin de fermer la porte à la foi, pourrait bien au contraire la laisser entrouverte. Elle suggère que l'univers a peut-être un fondement qui est de l'ordre de l'information et pas juste de la matière brute. C'est une idée qui résonne étrangement avec de très vieilles intuitions théologiques, comme celle de saint Augustin qui disait en substance que si Dieu arrêtait de penser sa création, elle cesserait d'exister. Ça rejoint cette idée d'un univers non pas créé une bonne fois pour toutes, mais maintenu en existence à chaque instant. Au final, cette vision change complètement la donne. Elle suggère que le cosmos n'est peut-être pas qu'un simple accident silencieux, mais qu'il pourrait être porteur d'un message, une sorte de grand texte à déchiffrer. Et ça nous laisse avec une question immense. Si l'univers est information, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ?